Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre et merci beaucoup d'honorer ce rendez-vous avec la revue Géco. Avant de commencer la présentation, je me permets de me présenter moi-même. Je suis donc Solène Payard et je suis aujourd'hui accompagnée de Eva Barré. Nous travaillons donc toutes les deux à l'édition de la revue Géco. Donc Géco, c'est un jeune magazine de vulgarisation scientifique qui est consacré à la biodiversité dans le sud-ouest de l'océan Indien. C'est une zone géographique très précise, mais qui n'a pas été choisie au hasard, parce que toutes les îles qu'on trouve dans la région, donc Madagascar, Mayotte, La Réunion, les Comores, les Seychelles, Maurice et Rodrigue, ainsi que les TAF, constituent un hotspot de biodiversité à travers le monde, c'est-à-dire que c'est une région qui est marquée notamment par un très fort taux d'endémisme, mais qui est aussi directement menacée par les activités anthropiques, donc les activités humaines. GECO, c'est donc un magazine semestriel qui vise à proposer un espace d'échange et de retour d'expérience entre tous les acteurs qui sont engagés en faveur de la biodiversité dans la région. Ça inclut donc les scientifiques, les associations et la société civile, les gestionnaires et les techniciens d'aires protégées par exemple, et aussi la sphère politique. GECO se décline également à travers un site internet qui propose des articles qui sont différents du magazine papier. Sur le site, on est davantage tourné vers des sujets d'actualité qui sont ajoutés plusieurs fois par semaine et le tout est accessible en gratuit. Nous allons à nouveau vous faire participer en vous posant une petite question, simplement pour savoir si vous connaissez déjà un petit peu le sujet du jour, c'est-à-dire la mégafaune marine dans l'océan Indien. Donc la petite question que nous vous posons aujourd'hui, d'après vous, combien d'espèces la mégafaune marine représente-t-elle dans le sud-ouest de l'océan Indien? Nous vous proposons quatre réponses. Est-ce que dans l'océan Indien, dans le sud-ouest, pardon, de l'océan Indien, la mégafaune marine représente moins de 10 espèces? C'est la réponse A. Réponse B, entre 10 et 20 espèces. Réponse C, entre 20 et 30. Et réponse D, au moins 30. La bonne réponse était donc la D. Dans le sud-ouest de l'océan Indien, la mégafaune marine représente plus de 30 espèces. Dans le détail, on comptait 32 cétacés en 2012 et 33 aujourd'hui, ce qui représente donc 34 espèces au total, puisqu'il faut ajouter le dugong, qui n'est pas un cétacé. Nous allons bientôt laisser la parole à nos deux intervenants. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec du coup l'association des naturalistes de Mayotte et l'association CETA Maoré. La première est donc représentée par Oriane Serval et la seconde par David Lorieux. David, Oriane, la parole est à vous. Je vous laisse rapidement présenter vos structures avant que l'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle David Lerieux, je suis chargé de mission action pédagogique pour CETA Maoré. Rapidement, CETA Maoré, c'est une association donc mahoraise qui a été créée récemment, en 2021, on a uniquement 4 ans. Et le but, c'est de valoriser et protéger le patrimoine naturel et culturel en lien avec les mammifères marins, donc surtout à Mayotte, mais dans tout l'océan Indien aussi. Et pour ça, on va faire de l'acquisition de connaissances, de la sensibilisation. Euh, on va s'associer un peu avec d'autres acteurs et faire de la collaboration. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Oriane Serval. Je travaille dans l'association des naturalistes de Mayotte, qui est une association plus vieille que CETA Maoré. Elle a été fondée en 1999 et son objectif, c'est de faire découvrir, vulgariser et protéger le patrimoine culturel et naturel de Mayotte. Il y a plein de pôles dans les naturalistes. Moi, je fais partie du coup d'un pôle scientifique où très brièvement, il y a notamment un pôle sur les tortues et sur l'érosion. Et moi, je suis toute seule à être sur le pôle lié à l'animation du plan national d'action en faveur du dugong. Alors, David et Oriane, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter les espèces qu'on trouve dans le sud-ouest de l'océan Indien? Donc, pour rappel, ça représente donc Madagascar, les Comores, les Seychelles, Mayotte, La Réunion, Maurice et Rodrigue, ainsi que les TAF. Oui, donc très brièvement, j'introduis ce qu'est un mammifère marin. Au moins, on est d'accord sur le sujet. Donc, c'est un mammifère qui va être inféodé à la mer, donc à un écosystème ou un biotope marin. Et il a des caractéristiques hydromorphologiques qui sont spécifiques à ce milieu. On a quelques critères pour être sûr que ça matche avec un mammifère marin. Donc, il va avoir une respiration aérienne, il a le sang chaud et c'est une espèce vivipare. Donc, il va porter le petit dans son ventre et par la suite, il fera de l'allaitement. Et pour finir, il possède des nageoires, sauf la loutre, parce qu'on inclut également les espèces qui vont être aquatiques dans les mammifères marins.
On peut le diviser en plusieurs grands groupes et en ce qui concerne l'océan Indien, on va identifier les cétacés, les pinnipèdes, on ne va pas s'attarder là-dessus dans la présentation parce que dans le contexte du sud-ouest de l'océan Indien, on a très peu d'espèces et qui sont très rares. Et on a pour finir les siréniens, dans lequel, à l'échelle de l'océan Indien, on a uniquement le dugong. Donc, au niveau des cétacés, on va avoir deux grandes familles. On va avoir ce qu'on appelle, donc les cétacés, ça va être tout ce qui est baleines. Donc, on a les baleines avec des dents, qu'on va appeler les odontocètes. Donc, le donte de odontocète, c'est pour les dents. Et les baleines à fanon, donc les baleines que vous connaissez à proprement parler, qui sont les mysticètes. Dans les baleines à dents, on va avoir les dauphins, les marsouins et les cachalots, par exemple. L'idée, c'est que ces animaux ont évolué pour avoir des caractéristiques marines. Donc, toujours comme les mammifères, elles vont respirer de l'air, elles vont porter leurs petits, etc. Et ça va être uniquement des animaux carnivores. Donc pour reconnaître ces deux grandes familles, il y a un critère qui est facile pour les reconnaître, c'est que les baleines à dents, donc notamment les dauphins, possèdent des dents, et les baleines à fanon possèdent des fanons, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un régime, une manière de s'alimenter différente. Donc la taille ne va pas être uniquement le seul critère pour les reconnaître. Donc en fait, ça va faire deux systèmes. Les odontocètes vont être des chasseurs. Vous avez ici une photo d'orque qui a été prise à Mayotte en train de chasser un requin tigre sur cette photo. Donc il va attraper avec ses dents, il va pas mâcher, il va juste attraper avec ses dents et ensuite avaler tout rond et ça va être le premier estomac, donc la plupart ont trois estomacs qui va servir pour concasser la nourriture et pouvoir la digérer ensuite. Pour les baleines à fanon, ça va être différent, ça va être un système de filtration. Donc, ils vont prendre une grande quantité d'eau et filtrer cela pour récupérer donc, des plus petits individus, donc souvent des poissons ou du krill, qui est une petite crevette qui vit au niveau de l'Antarctique. Donc, comme on voit pas forcément les dents ou ce qu'il y a à l'intérieur de la bouche à chaque fois, on va pouvoir se baser à ce qu'on voit le mieux, c'est le dos de l'animal, où on va avoir l'équivalent des narines, qui s'appelle pour les mammifères marins les évents. Euh, donc pour les baleines à dents, les odontocètes, ça a été inversé sur la slide, on a un seul évent. Donc les dauphins ont un seul évent, tout comme le cachalot, qui a un seul évent, et les baleines à fanon ont et les baleines à fanon vont avoir deux évents. Donc tout ce qui est baleine va avoir deux évents. Tout ce qui est dauphin va avoir un seul évent. C'est la partie la plus facile à voir et donc qui peut être un bon critère si vous observez un mammifère marin. Donc, comme je vous ai dit, on peut se baser aussi sur la taille, mais c'est pas forcément le meilleur critère. La plupart du temps, les dauphins vont être petits, donc ils vont faire en général de 2 à 4 mètres pour les plus communs. Mais certains odontocètes, comme le cachalot, peuvent faire jusqu'à 20 mètres, tandis que des baleines peuvent être petites, comme la baleine pygmée, qui va faire en général 5 mètres. Et donc tout à l'heure, on parlait des différentes espèces présentes dans l'océan Indien, et notamment dans le sud-ouest océan Indien. Donc ici, vous avez un poster avec les 33 espèces de cétacés de l'océan Indien, qu'on va catégoriser dans plusieurs grandes familles. Donc on a les dauphins, qui sont les plus connus pour les odontocètes. On va avoir les grands dauphins, qu'on peut appeler, enfin, où sont les orques, donc l'orque pygmée, la pseudorque. On aura aussi les globicéphales, les péponocéphales et le dauphin de Risso. Euh, Ainsi que la famille des cachalots. Donc, tout ça, ça va être des odontocètes, auxquels on va rajouter les baleines à bec, une espèce qui est souvent assez méconnue du grand public. C'est des espèces qu'on connaît encore très peu pour certaines. Donc, par exemple, vous voyez ici, on a le mésoplodon de Longman, la baleine à bec de Longman. C'est une espèce qui a été observée pour la première fois dans le monde vivant en 2014, au niveau du Pakistan, par exemple, et qui a déjà été observée dans nos eaux à Mayotte. Et on a à côté les baleines à fanon, donc tout ce qui est mysticette, avec la baleine à bosse, la plus connue, mais aussi la baleine bleue, les autres orcales et la baleine franche. Et pour avoir toutes les espèces, il faudrait rajouter le dugong, qui n'est pas un cétacé, donc un sirénien, et je laisse Oriane pour vous présenter cet animal.
Merci David. Moi, ma présentation elle va être un petit peu plus brève parce que je vous présente qu'une seule espèce. Le dugong, ça appartient à l'ordre des siréniens, et donc sirènien pour sirène. Dans cet ordre, il y a deux grandes familles. On a d'un côté les triquéquidés, qui regroupent trois espèces de lamantins. Comment on fait pour ne pas les différencier? Ben, tout simplement, on n'est pas au même endroit. Les lamantins, on va les retrouver dans l'océan Atlantique. Après, il y a diverses variations morphologiques que je ne vais pas détailler ici, mais qui permettent de bien les discerner. Et on a la famille des dugongidés, dans lequel le seul représentant vivant actuellement est le dugong. Le dugong, c'est un gros mammifère marin qui est strictement herbivore. Il va mesurer à peu près 3 mètres de long pour un poids de 400 kg. Il a une allure plutôt massive avec un corps en forme ovale et il a un museau court avec des lèvres supérieures, vous pouvez voir sur l'image, qui sont en forme de tronc. Comment on le différencie des observations de cétacés? Ben, il n'a pas d'aileron, donc nous c'est un moyen assez facile de discerner qu'on a des observations opportunistes qui sont regroupées. Et là où on arrive bien à discerner du lamentin, c'est la forme de la queue. Vous voyez ici qu'il a une nageoire caudale triangulaire, alors que le lamentin, si vous l'avez en tête, je trouve que ça a plutôt une queue qui ressemble à celle d'un castor, elle va être plutôt ovale. Comme je vous l'ai dit, c'est un animal qui est herbivore, strictement herbivore. Il est très inféodé au milieu côtier parce que du coup, il se nourrit chaque jour de 30 à 40 kg d'herbiers marins. Ce sont des plantes marines, donc des phanérogames. Dans le cas, par exemple, de Mayotte, on a 11 espèces différentes, mais il a un régime alimentaire où il va favoriser particulièrement deux espèces de plantes marines. Donc, le dugong, on va le trouver dans l'ensemble de l'océan Indien. Vous le voyez ici. Donc, il va partir de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'archipel des Vanuatu. On a sur l'ensemble de sa population, il est estimé par l'IUCN en danger. Les plus grosses populations elles vont se trouver du côté de l'Australie, à 100 000 individus. Et on a une population qui est plutôt importante au niveau du golfe Persique. Comme vous le voyez, du coup, pour la zone qui nous concerne, dans le sud-ouest de l'océan Indien, on a une population plutôt fragmentée avec un nombre d'individus qui est plutôt réduit, mais je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera des dangers qui pèsent sur le dugong. Eh bien justement, maintenant qu'on connaît mieux les espèces que l'on peut trouver dans la région, est-ce que pouvez nous parler des menaces qui pèsent sur elles à l'échelle locale? Au niveau des pressions, j'ai commencé par les pressions naturelles. Donc, on a bien sûr des cas de prédation. On peut également avoir la présence de diverses maladies ou de parasitisme. Je ne vais pas spécialement m'étendre là-dessus parce qu'on parle de nombreuses espèces qui ont une écologie très diversifiée, mais il faut tout de même rappeler qu'il existe différentes pressions naturelles. Donc, en plus des pressions naturelles, on va avoir des pressions anthropiques, donc qui veut dire causées par l'homme, qui sont détaillées sur la droite du tableau. Donc, pour les passer rapidement, on peut avoir les collisions avec les bateaux. Il faut savoir que certaines des espèces peuvent être lentes et certaines des espèces n'ont pas forcément, comme les baleines, la possibilité de tourner la tête. Donc, elles vont pas forcément savoir comment réagir lorsqu'un bateau arrive à grande vitesse et les chocs peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour ces animaux. On peut avoir des captures accidentelles, c'est une cause majeure de mortalité, notamment pour le dugong. Donc les filets fantômes, les filets dérivants, peuvent attraper ces animaux et comme ils doivent respirer de l'air, si les espèces n'arrivent pas à les respirer, eh ben, ça va causer en général l'asphyxie des animaux. Ça va pas forcément être une noyade, euh, ils vont pas respirer de l'eau, mais ils vont arrêter de respirer jusqu'à ce que mort s'en suive. Un gros impact aussi est la dégradation des habitats. Petit à petit, donc les habitats, donc que ce soit le large pour certaines espèces océaniques jusqu'aux espèces côtières comme le dugong, peuvent voir leur habitat se dégrader, donc notamment causé par l'érosion. Euh, donc tout ce qui va être de la terre, qui va arriver jusqu'en mer, qui peut amener de la pollution chimique, qui peut amener euh, enfin, plein de choses qui vont empêcher leur habitat de prodiguer ce qu'il faut pour l'alimentation, la reproduction et toutes les phases importantes des espèces. On a toujours la capture intentionnelle qui peut exister. Donc, dans les derniers cas de mortalité de dugong, notamment à Mayotte, on a pu observer des captures, donc du braconnage. Euh,
qui causent la mort des individus. Pour les cétacés, on peut avoir la pollution sonore qui est très impactante. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui font du bruit sous l'eau. Pour ne citer que les bateaux, on n'a pas un endroit dans les océans du monde qui est silencieux sans le bruit d'un bateau à moteur qui passe. Nous avons les gros cargos qui vont faire beaucoup de bruit, donc qui vont faire une sorte de brouillard acoustique pour ces espèces qui utilisent uniquement le son pour se repérer dans l'espace. Nous, on va utiliser la vue. Eux vont avoir tout leur environnement en 3D grâce au son. Donc la pollution sonore, c'est une pollution invisible pour nous, mais très impactante pour les mammifères marins et surtout les cétacés. Et on va avoir aussi le dérangement intentionnel, comme c'est appelé dans la loi, donc les impacts que peut avoir les activités de whale watching, d'observation des mammifères marins, qui vont changer les durées de comportement vitaux, euh, donc ils vont aller plutôt, on va dire, jouer avec les humains pour faire simple, plutôt que de se reposer, de s'alimenter et de se reproduire. Donc, je fais un petit blocus concernant les dangers qui pèsent sur le dugong. La plus grande population de cette zone, elle concerne le Mozambique, dans le parc national de Bazaruto. On estime approximativement qu'il y a 350 individus. Dans les alentours de Mayotte, qui est mon principal terrain, on estime que la population elle est à moins de 10 individus et on a encore des données insuffisantes concernant les pays voisins qui sont les Comores, les Seychelles ou encore Madagascar. La principale cause donc de déclin de la population, elle a été identifiée au moyen d'enquête auprès de la communauté de pêcheurs et il s'est avéré que c'est de la chasse intentionnelle qui a été beaucoup trop forte par rapport à la capacité de régénération de la population de dugong. La chasse intentionnelle a été interdite dans plusieurs pays, notamment les Mayotte. On a eu récemment des faibles cas de braconnage qui ont encore diminué la population. Et on a surtout, comme l'a indiqué David, des cas de prise accidentelle dans les filets qui ne sont pas placés au bon endroit et dans lequel le dugong va venir s'étouffer lorsqu'il est pris et que les pêcheurs ne sont pas proches du filet et qui peuvent le démêler. Ce qui conduit du coup à une population qui à l'échelle de Mayotte et des pays voisins, qui est proche de l'extinction. Et David, Oriane, vous commenciez à en parler, les données concernant cette mégafaune marine sont parfois insuffisantes. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous étudiez ces animaux à l'échelle de Mayotte? Donc, l'idée pour étudier les mammifères marins, il faut faire de l'acquisition de connaissances. Donc, l'acquisition de connaissances à Mayotte, elle a commencé en 2002 euh, par l'Observatoire des mammifères marins. Petit à petit, ça a été repris par l'association Megaptera, puis le Parc naturel marin. Actuellement, on va avoir uniquement CETA Maoré et les naturalistes pour le dugong qui étudient les mammifères marins. Et pour CETA Maoré, ça va être le programme Rougeois. Donc, Ujua, ça veut dire connaître en shimaoré, la langue locale. Et le but de ce programme, c'est d'avoir un suivi participatif, donc réalisé par des bénévoles, pour faire de l'observation de mammifères marins. Donc, on a fait un protocole qui a été conçu avec Globis, donc l'association d'études des mammifères marins à La Réunion, donc dans la coopération régionale, pour pouvoir comparer les données entre Mayotte et les autres îles de l'océan Indien. Et l'idée, c'est de former du public, donc le grand public. N'importe qui peut venir à Mayotte se former avec nous pour participer à ce suivi. Et à la fin de cette formation, chacun peut embarquer en mer pour collecter des données sur les différentes espèces de mammifères marins. Et le but, c'est d'acquérir ces connaissances. Donc, vous avez ici la carte des observations 2023-2024, qui ont permis en 2023 d'observer 7 espèces différentes. Et si on rajoute 2024, on est monté à 12 espèces. Si on met ça à jour aujourd'hui, la carte, on peut rajouter une 13e avec l'observation d'orques. Et le but, c'est de faire de l'observation visuelle et acoustique. Donc, le but de l'observation visuelle, ça va être notamment l'identification des différentes espèces. Comme je vous ai dit, on est monté à 12, 13 espèces maintenant, observées à Mayotte. Donc, on va essayer de mieux connaître leurs domaines vitaux, connaître un petit peu plein de choses sur leur biologie, spécifiquement à Mayotte. Et la photo-identification, c'est pour aller jusqu'à l'identification de l'individu en tant que tel. Et non, on n'est plus à l'échelle de l'espèce, on est à l'individu. Et si vous observez ces trois photos de caudale, donc la caudale, c'est la queue des mammifères marins, et ici des baleines à bosse, on peut se rendre compte que la forme, la couleur va être différente, qui permet, comme nous avec des visages humains, de reconnaître chaque individu.
Et en étudiant ça, on va pouvoir étudier donc, ce qui est marqué là, les domaines vitaux, la résidence fidélité aussi. Donc, est-ce que la baleine va revenir à Mayotte entre deux grandes migrations? La structure sociale, donc c'est ce qu'on va faire avec les grands dauphins d'Indo-Pacifique, donc l'espèce qui vit à l'intérieur du lagon de Mayotte. Étudier l'abondance pour connaître la taille des populations et étudier les migrations donc à Mayotte et dans tout l'océan Indien. On couple ça avec de l'étude acoustique qu'on appelle bioacoustique passive. L'idée, c'est d'enregistrer des sons. Donc, vous avez ici une photo de l'hydrophone qui est utilisé, d'enregistrer des sons des mammifères marins pour pouvoir mieux les connaître. Comme je vous ai dit, les mammifères marins se repèrent et communiquent énormément grâce à leur faculté acoustique. Et donc, on essaye d'avoir un catalogue des différents sons des mammifères marins qui est comparé avec tout le reste de l'océan Indien. Et l'étude acoustique a notamment permis d'identifier une 25e espèce de mammifères marins à Mayotte, la baleine d'Ogura, qui avait déjà été observée notamment à Madagascar, jamais observée dans les zones Mayotte et toujours pas observée visuellement, mais des signatures vocales acoustiques permettent d'attester la présence de cette espèce à Mayotte. Donc, concernant le dugong, moi je suis sur un financement qui est dédié uniquement à l'étude et à la conservation du dugong. C'est un outil qui est fourni par le ministère de l'Environnement qu'on appelle un plan national d'action. Il est délivré pour des espèces ou une population qui sont soit emblématiques, soit en déclin très fort. Et donc le PNA qui est en vigueur, il a commencé en 2021 et finira cette année. Il s'articule autour de deux grands objectifs. Le premier, c'est de limiter au maximum la mortalité des individus. Et le second, c'est d'améliorer les connaissances sur l'espèce et ses habitats pour la mise en application d'une gestion la plus pertinente possible. C'est le second PNA qu'il y a sur le dugong sur le territoire. Il y en a eu un premier qui a été animé par le parc marin de Mayotte. Et il a été mis en application entre 2012 et 2017 et ça m'a permis d'avoir une première base de données sur les observations et le suivi de la population à Mayotte. Pour ce qui est des suivis, du coup, je vais me concentrer principalement sur les données qu'on a acquéries sur le plan national actuel. La première étape, c'était d'identifier les sites d'intérêt parce que, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de dugong à Mayotte, dans l'un des plus grands lagons du monde. Et donc, on avait besoin d'avoir une estimation plus précise des sites de fréquentation parce qu'on avait finalement très peu d'informations dans le premier PNA. Et donc, on l'a fait au moyen d'enquêtes de pêcheurs. C'est un travail qui a été fait en 2012. Ça a été fait auprès d'entretiens. On a pu enquêter 557 pêcheurs à Mayotte. Ça a permis une très grande acquisition de données, notamment sur la perception d'individus et sur la population qui était là auparavant. Nous, ça nous a permis de savoir qu'en fait, dans les années 70, il y avait une population à Mayotte qui était au moins d'une centaine, voire de plusieurs centaines d'individus et qui a eu un déclin très fort il y a peu de temps. Et on a également identifié 10 zones cibles de conservation autour du territoire de Mayotte. Je ne peux pas vous la diffuser parce que mes données sont concernées comme sensibles, je suis désolée. Et cette enquête, on a pu également la faire à Mohéli et on va la faire prochainement à Madagascar pour avoir une idée de l'information concernant le dugong à partir de données de la communauté de pêcheurs. La seconde étape, du coup, je vous ai dit, j'ai 10 zones cibles de conservation. Ça va être de prospecter dans ces zones pour pouvoir voir combien d'individus on a, quel est leur taux de fréquentation et s'il n'y a pas de l'évolution à l'échelle de la population. Pour les mammifères marins et notamment le dugong, on utilise beaucoup les suivis aériens. Le premier, c'est le drone. Donc, du coup, j'ai dû passer un certificat professionnel de drone pour pouvoir faire des suivis. J'essaye de faire un suivi par semaine. Et ça permet de détecter les individus, d'acquérir des données comportementales et d'identifier de potentielles menaces, comme par exemple les filets dont je vous ai parlé. L'image que vous avez sur la droite, du coup, c'est une image en drone de 2024 d'une mère et de son petit. La bonne nouvelle, c'est que cette année, on a eu à nouveau plusieurs images de la même mère et son petit, donc qui ont plus d'1 an, notamment début du mois. On a eu des nouvelles images drone, pas prises par moi malheureusement, mais par un prestataire nautique qui me les a fournies. Notre moyen d'acquisition, c'est l'ULM du coup. L'ULM, l'objectif, c'était avec 3 machines en simultané de couvrir l'ensemble de Mayotte.
Et ça permet d'estimer l'abondance et de voir s'il n'y a pas de nouvelles zones de fréquentation que l'on aurait manqué. L'ensemble de ces images aériennes, l'image que vous avez dessous, c'est issu d'une capture d'écran d'un logiciel d'intelligence artificielle qui est développé par l'IRD de Montpellier. En fait, ces images aériennes, je les mets dans ce logiciel et on entraîne l'IA pour qu'elle puisse, à l'avenir, détecter automatiquement de la mégafaune marine et notamment le dugong. Bien sûr, la majorité finalement des données que j'ai, ce sont des données opportunistes que l'on fait à partir d'un réseau auprès de prestataires nautiques, auprès de personnes qui vont souvent dans le lagon ou auprès de pêcheurs. Et ça remonte la majorité de mes observations. J'ai également une autre méthode de suivi. Donc ça concerne plutôt du développement. On essaie de mettre en place une méthode novatrice qu'on appelle l'ADN environnemental. Un rapide topo sur ce que c'est. En fait, on va venir échantillonner des éléments de l'environnement, donc par exemple du substrat, ou bien dans notre cas, plutôt de l'eau de mer, dans laquelle on émet l'hypothèse que si un dugong est passé par là, on trouverait un petit fragment d'ADN de dugong que l'on peut reconnaître parce qu'on a identifié une séquence et avec l'Université de Mayotte, on a développé les amorces qui nous permettent de l'identifier. Donc c'est un travail qu'on a en collaboration du coup avec l'université depuis plusieurs années. Ça a été un travail un petit peu long parce qu'à Mayotte, on n'a pas une densité de population qui permet en fait de développer la preuve de concept et un échantillonnage qui était fort. Donc ça a été un travail qu'on a fait à Moélie et au Mozambique pour pouvoir valider la preuve de concept. On commence à avoir de plus en plus de résultats. Les derniers échantillons sont en cours. Et donc, ça nous permettra de publier une méthode de concept sur le protocole idéal et ensuite de le développer sur le territoire de Mayotte. Pour finir, donc on ne fait pas que du suivi de population, on fait également du suivi d'habitat. Comme je vous l'ai mentionné, le dugong il s'alimente d'herbiers marins et donc c'est important de pouvoir suivre cet écosystème côtier qui est fragile et qui est soumis à beaucoup de pression. Ça passe par la caractérisation des sites d'alimentation. Donc, moi, j'ai une cartographie des endroits où on observe le dugong qui se nourrit. On essaye, et avec David, on y était encore hier justement, d'identifier des traces laissées par les dugongs qu'on appelle traces herbivories qui sont vraiment identifiables. Il y a également la suivi des stations de référence des herbiers intertidaux. Donc, c'est les herbiers qui sont dans la zone de balancement des marais qui sont peu profonds. C'est un suivi qui est fait par le parc naturel marin de Mayotte. J'ai eu la chance de faire les suivis avec eux en janvier et on va essayer d'étendre le nombre de stations et de maintenir ces suivis avec les naturalistes de Mayotte. Et dans le cadre moi, du PNA, et grâce à l'obtention d'un fonds vert, on a approfondi plutôt la connaissance sur les herbiers subtidaux. Donc ce sont des herbiers qui sont plus profonds, à partir de 15 mètres. Et on a pas mal d'activités autour pour essayer de mettre en place des stations de suivi. On est cette année sur le suivi de la saisonnalité et on va essayer aussi de quantifier la fréquentation et la capacité d'accueil de ces herbiers qui sont encore très peu connus. Et c'est en collaboration avec Créocéan, j'ai oublié de le dire. Pardon, c'est bon. Et du coup, Oriane et David, on le sait, la recherche scientifique permet de participer à la sensibilisation du grand public, mais pour ça, il faut lui fournir une matière qui soit vulgarisée. Vous, comment est-ce que vous vous y prenez au sein de vos différentes structures? Alors du coup, pour vulgariser, pour sensibiliser notre acquisition de connaissances, on a différentes méthodes. Pour l'instant, CETA Maoré est en train de développer une mallette pédagogique qu'on a appelée la CETA Mallette, qui aura visé de différents publics. Donc pour l'instant, on développe les deux premiers volets qui sont pour le public scolaire et pour le public des usagers de la mer. Le but, c'est d'avoir tous les outils. euh, d'avoir tous les outils, toutes les informations qu'on peut récolter sur la biologie, sur la répartition des espèces de Mayotte, et d'avoir des outils clés en main. Donc du coup, c'est construit pour la mallette scolaire avec le rectorat, avec le centre de documentation pédagogique, et pour la mallette des usagers de la mer, avec notamment les prestataires nautiques et les clients qui vont en mer. Donc, on prend leurs besoins et l'idée, c'est de recréer un peu ce qui leur manque pour acquérir les connaissances sur les mammifères marins. En plus de ça, on fait de l'animation dans différents endroits, notamment les établissements scolaires. On développe aussi l'école du dehors. Vous avez ici une image, enfin deux images, où on est soit sur la plage, soit dans des farets à côté de la plage.
pour montrer qu'on peut apprendre en dehors de la classe. Et on fait aussi des sorties en mer avec les jeunes pour leur apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est les mammifères marins, quels sont les milieux dans lesquels ils vivent, donc que ce soit les herbiers pour le dugong, que ce soit la pleine mer pour certaines espèces, et ils apprennent à appliquer pour la première fois, la plupart du temps, un protocole scientifique, avoir un GPS entre les mains, utiliser un appareil photo. Donc peut-être qu'ils voudront faire ça plus tard. En tout cas, ça leur donne une méthodologie scientifique qu'ils ne pourraient pas forcément développer ailleurs. Et on fait aussi des stands de sensibilisation dans des grands événements, la fête de la nature, et là, vendredi, avec Oriane, on faisait la première CETA projection, donc un ciné-débat. Donc notre première édition était sur les dugongs et on a eu plus de 150 personnes qui sont venues. Donc on était vraiment très heureux pour ça. Et donc du coup, c'était une sorte de conférence qu'on fait en local et qu'on fait jusqu'à l'international avec la participation au Royaume-SA dans quelques mois sur la présentation du Bourgeois, par exemple. Donc de mon côté, j'ai également bien sûr une partie sensibilisation. Moi, mon objectif, c'est de faire connaître le dugong auprès du grand public parce qu'il y a si peu de dugong qu'on commence à oublier son existence sur le territoire. Ça se fait à différentes échelles. Donc pour le scolaire, pour les naturalistes de Mayotte, on a la chance d'avoir le village Nomade Nature, qui sont en fait des stands qui se mettent dans les cours sur différentes thématiques. Et sur la thématique du dugong, entre 2022 et 2024, on a touché presque 20 000 élèves à Mayotte. Moi, ça me fait quand même un gros support de diffusion sur le scolaire. On a également pu développer différents supports ludiques. La maquette du gong que vous voyez ici sur la droite au milieu, qui me sert dans différentes animations, notamment pour la communauté de pêcheurs, ou encore sur la création d'une exposition du gong. Si vous voulez la regarder, elle est disponible gratuitement en ligne sur le site des naturalistes sur Volet du Gong. Elle est assez intéressante et elle couvre notamment les différents pays sur le sud-est de l'océan Indien, avec notamment les coutumes liées à l'exploitation du dugong. On a bien sûr la valorisation des actions dans différents médias, donc à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et on a un super support pour ça, qui est un long métrage qui s'appelle Dugong Blues, les dernières sirènes de Mayotte. C'est encore disponible sur France TV jusqu'à la fin du mois de juillet. Je vous conseille de le voir si vous êtes encore passé à côté, même si on fait beaucoup de communication là-dessus. Et c'est le film notamment qu'on a mis au ciné-débat avec David. Pour finir, on est encore en train de développer d'autres supports. On essaye notamment de créer un film 360 dugong. Donc ça qu'on diffuserait dans les villages Nomade Nature parce que ça fonctionne plutôt bien avec les jeunes. Ça permettrait enfin de voir un dugong potentiellement. Et on a d'autres idées en cours. Jusqu'à présent, donc on parle essentiellement de Mayotte, mais ce sont des animaux qui se déplacent. Du coup, est-ce que votre travail a une portée régionale? Alors oui, l'idée en travaillant sur des espèces qu'on trouve dans tout l'océan Indien, voire dans tout le globe, comme la baleine à bosse, c'est de travailler avec les différents organismes qui étudient ces espèces. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le suivi bourgeois, donc celui à Mayotte, s'est créé en compagnonnage avec Globis, l'association de la Réunion. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger les bonnes pratiques, de pouvoir se transférer nos différentes données, euh, notamment les données acoustiques. On a notre répertoire qui va être commun et les données sur les baleines à bosse. Donc, vu que c'est une espèce qui est migratrice, on peut trouver les mêmes individus entre Mayotte et la Réunion. On organise aussi des événements communs. En 2023, on avait pu faire une conférence de la Réunion à Mayotte, que font les baleines à Mayotte, enfin, où environ une centaine de personnes étaient venues. Et pour les personnes sur Mayotte, on est en train d'organiser un événement commun toujours fin août. On ne peut pas encore trop vous en parler, mais ça devrait être assez sympa. Ça sera diffusé sur les réseaux de cet amour. Et si vous voulez, ici, pour montrer un peu l'importance de la coopération internationale, donc ça a été développé par Globis justement, et vous voyez la carte de toutes les baleines qui ont eu un tag, donc une balise GPS, pour étudier la migration des différentes baleines. Donc en rouge, vous avez la baleine à bosse, mais vous avez un peu toutes les espèces. Et ça, c'est Blue Corridors. Donc sur le site de la revue GECO, normalement, vous avez un lien pour y accéder. Et c'est un outil qui permet de montrer la force de la collaboration, la coopération internationale. Je vous laisse naviguer sur le site, c'est vraiment très intéressant de voir un peu à l'échelle mondiale l'étude des baleines à bosse et de toutes les autres baleines. Donc, concernant les dugongs, comme vous avez pu le remarquer, on a une population locale qui est très faible et notre grand espoir, c'est qu'il y ait connectivité régionale, notamment avec les Comores et Madagascar.
Et donc, on chercherait à prouver qu'il y a des déplacements entre les îles. Donc, il y a bien sûr un besoin de collaboration régionale où, dans le cadre du PNA et grâce à des financements extérieurs, notamment Sud-Interreg, eh ben, on a réussi à diffuser des techniques et à mutualiser les données. Il y a eu un premier travail du coup qui s'est fait à Moélie. Il y a eu l'an dernier une expédition au Mozambique, notamment pour dans le cadre du développement de l'ADN environnemental. Et l'année prochaine, on va également aller à Madagascar pour faire la même du coup enquête auprès de la communauté des pêcheurs et également pour former les agents du parc aux méthodes de suivi des herbiers marins, aux méthodes de suivi aérien, donc avec une formation drone, pour qu'on puisse avoir les mêmes données. On a également en cours de développement une base de données régionale qui s'appellera Dugong Observer, où on utilisera toutes les données opportunistes et de suivi scientifique des dugongs, avec bien sûr de la photo-identification, nous permettant peut-être de montrer un jour qu'un dugong de Mayotte va à Madagascar et inversement. Du coup, sur la slide d'après, vous avez un petit résumé voilà, de la coopération régionale qu'on a mis en place depuis 2021, avec les différents projets et financements. Et on a bien sûr l'arrivée du YMSA qui a présenté David. Moi, sur le Dugong, j'ai la chance d'avoir le MOU Dugong, donc le Memorandum Dugong, avec qui, du coup, on travaille avec plusieurs pays partenaires et on a une session spéciale pour le prochain YMSA qui nous permettra d'être un super support d'échange autour des différentes pratiques et suivis sur le Dugong. Alors, on a parlé de la coopération régionale, mais on a beaucoup de coopération locale, notamment avec David entre CETA Maoré et les naturalistes. Voilà, on est tous les deux seuls sur nos projets. Donc, ça nous aide l'un et l'autre. On mutualise nos sorties en mer, nos sensibilisations. Et ça nous permet notamment d'échanger nos données, de mutualiser nos suivis et d'avoir le plus d'impact sur nos actions de sensibilisation. Et bien sûr, on a plein d'autres partenaires locaux que l'on ne présente pas, mais qui sont présents sur toutes nos actions sur Mayotte. Et juste pour préciser, pour ceux qui se demandaient à quoi ressemble une trace d'herbivorie, dont on a parlé un petit peu plus tôt, vous avez la C'est très photo à bien. droite. Donc, lorsque un dugong broute, ça va pas être comme la tortue marine. Il va arracher toute la plante, pas uniquement les feuilles. Vous avez ici une trace de dugong qui a été observée il y a moins d'une semaine. Eh bien, David, Oriane, merci énormément pour votre présentation. C'est l'heure de passer au moment un petit peu interactif. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, vous pouvez le faire soit par l'espace chat de la réunion, soit en levant la main. Nous avons déjà une question de Raphaël qui nous vient de Maurice. Auriez-vous des sources sur les évolutions des populations de dugong ainsi que sur les causes de leur déclin? Oui, du coup, comme j'ai pu mentionner, notre principale source, c'est des enquêtes auprès de la communauté de pêcheurs, parce que comme beaucoup de pays, on est plus sur de la transmission de connaissances par voie orale. Et donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a eu une grande population où on émet l'hypothèse qu'il y avait potentiellement des échanges entre les différentes îles des Comores, voire à Madagascar. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une étude en Australie qui a prouvé que le dugong est en capacité de faire une migration de centaines de kilomètres en milieu ouvert, donc il est en capacité de le faire. Et on est sur une population en déclin. La population, depuis 20 ans, elle aussi entre 6 et 10 individus, parce qu'on a du recrutement, mais on a également de la mortalité, soit due à du braconnage, soit à la prise accidentelle dans les filets. On a une nouvelle question, cette fois de Jeanne. Les réglementations autour de la protection des mammifères marins à Mayotte sont-elles, selon vous, suffisantes? Donc, pour préciser, à Mayotte, donc tous les mammifères marins sont des espèces protégées et toutes les eaux de Mayotte sont dans le parc naturel marin de Mayotte, donc une aire marine protégée. Donc, on a une réglementation qui est en place. C'est Jeanne, dont vous faites parler. Donc, à Mayotte, on n'a pas le droit. Donc, c'est une loi nationale. On n'a pas le droit de s'approcher à plus de 2 bateaux de mammifères marins. On n'a pas le droit d'être à moins de 100 mètres, sauf si l'animal s'approche. On n'a pas le droit de faire de mise à l'eau. Tout ça, c'est le dérangement intentionnel. Donc, à Mayotte, on n'a pas une charge d'observation qui est énorme, encore plus après Chido, où la moitié des bateaux ont disparu. Mais on peut quand même avoir des pressions. Donc, j'imagine que dans les réglementations, ça va être surtout les approches mammifères marins qui font référence. Euh,
L'idée, c'est que pour l'instant, à Mayotte, on n'a pas vraiment de données précises. On a des, je vais pas dire des on-dit, mais on est à dire d'experts. Et du coup, cet Amaoré développe un projet pour la quantification des impacts des interactions actuelles avec les mammifères marins. Donc, on attend les réponses des financeurs, mais l'idée, ce serait de commencer l'année prochaine pour avoir des données chiffrées afin de savoir si les réglementations, oui, sont-elles suffisantes ou non, ou si on va devoir les adapter. Concernant le dugong, du coup, on a pas mal de réglementations internationales, locales, qui permettent de le protéger. Peut-être qu'en France, ça arrive un petit peu trop tardivement par rapport à la taille de la population sur l'interdiction de la chasse. À Mayotte, comme je vous ai indiqué, la principale menace actuellement, c'est la pêche au filet. Alors, il y a des arrêtés préfectoraux qui le limitent, qui seraient potentiellement suffisants. Le problème, c'est qu'on est dans un grand lagon et qu'on a encore trop peu, à mon goût, de moyens déployés pour pouvoir surveiller si les arrêtés préfectoraux sont mis en application. Et pour finir, on a quand même une dégradation de l'environnement marin qui provient de la terre, qui est encore trop importante. Et je pense qu'il y a quand même de nombreux efforts à faire. Je pense, quand je pense du gong, je pense à la dégradation des herbiers marins qui sont notamment menacés par la pollution de l'eau. Et juste pour compléter ce que disait Oriane, c'est pas forcément la réglementation qu'il faudrait faire évoluer pour l'instant, mais c'est l'application de la réglementation. Donc on a déjà une réglementation en place, mais dans les faits, ce qui a écrit et ce qui se passe sur le lagon n'est pas forcément la même chose, notamment par manque de moyens des services permettant l'application de la réglementation. Ah, nous avons une nouvelle question de dernière minute à propos de l'ADN environnemental et des possibilités d'une interconnexion régionale pour le dugong. Est-ce qu'on sait à peu près la possibilité d'avoir une connectivité génétique avec les pays voisins? Oriane, je te laisse répondre. Donc, au niveau de la connectivité, sur les études génétiques qui ont été faites, il y avait une étude qui a été faite en 2019, mais sur l'ensemble des échantillons de l'océan Indien. Et ce que ça a mis en évidence, c'est que le sud-ouest de l'océan Indien a un patrimoine génétique très à part du reste, mais ça se basait sur très peu d'échantillons. Et donc, nous, ça fait un petit temps qu'on essaye de développer une étude génétique pour voir la connectivité à l'échelle du sud-ouest de l'océan Indien. On avait essayé de faire un partenariat avec l'Afrique du Sud, mais c'est un petit peu tombé à l'eau. On risque de lancer une petite étude avec l'Université de Mayotte et on le fait au moyen de crottes de dugong. Donc, ça permettrait en fait d'avoir un échantillonnage qui n'est pas invasif, qui va pas venir, où on ne va pas avoir à manipuler l'individu. Et la bonne nouvelle, c'est que on a fait une tentative de terrain avec David samedi dernier et on pense avoir trouvé une crotte de dugong. C'est en cours d'analyse à l'Université de Mayotte pour certifier. Sinon, je serais un petit peu triste. Et on va lancer ce type d'études si c'est fonctionnel à l'échelle régionale. J'en parlerai au Wayomsa justement en lançant des kits de caca à tous les pays du coin. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Avant de vous libérer, nous allons vous présenter le prochain numéro de la revue Géco qui sort incessamment sous peu et qui sera disponible d'ici quelques semaines dans la région. Donc, il s'agit de notre quatrième numéro semestriel qui est cette fois consacré au récif corallien du sud-ouest de l'océan Indien, donc entre déclin et résilience. Sans trop vous en dévoiler, vous pourrez découvrir dans ce numéro un entretien exclusif avec David Obura, qui est le fondateur de l'association internationale Cordio East Africa. Il est également président de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et puis, comme d'habitude, dans ce numéro, il y aura des décryptages, des analyses, notamment à propos de l'aménagement du territoire réunionnais, l'interconnexion des récifs coralliens ou encore l'implication des pêcheurs comoriens dans leur protection. Vous pouvez d'ores et déjà précommander la revue imprimée. Elle est donc disponible en précommande sur le site des naturalistes de Mayotte. Eh bien, écoutez, ça y est, cette session touche à sa fin. Merci énormément à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à travers vos questions. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. N'hésitez pas à suivre la revue Géco sur ses différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, pour découvrir très prochainement le programme. Merci énormément à toutes et tous, et puis passez une très belle journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tout le monde.